Bienvenue Mona, je suis très heureuse de te retrouver dans ce numéro d'If'al Leaders. Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Alors tu es donc une artiste plasticienne, tu as obtenu un diplôme à l'École supérieure nationale de tourisme, de gestion et sauvegarde du patrimoine. Absolument. Tu as ensuite fait une école d'art et tu as obtenu une licence en art visuel et tu as aussi un master en politique culturelle. Oui. Tu as exposé, tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Tu as exposé dans divers lieux, en Algérie, à l'étranger, notamment en Tunisie, en France et aux États-Unis. Alors nous, on s'est connus lors de la résidence artistique qui a été organisée par Artissimo pour le compte d'ONU Femmes. Et à l'époque, j'avais décelé que la douceur qui émanait de toi était un peu en contraste avec tes œuvres qui interpellent, qui choquent parfois, en tout cas qui ne laissent pas indifférent. Je ne sais pas, est-ce que tu en es consciente ? Non, pas spécialement. En tout cas, quand on est dans un acte de création, on se laisse juste aller à ses idées, à ses réflexions, à ses pensées. Voilà tout. C'est pas quelque chose qu'on structure, qu'on réfléchit, Ouais. C'est plus dans un acte très spontané et qui est viscéral, quoi. Mais on a aussi le sentiment que ça bouillonne de l'intérieur, qu'il y a une force, une énergie qui ne transparaît pas forcément lorsque l'on discute avec toi, en tout cas lorsque l'on ne te connaît pas. Ok, peut-être. En tout cas, la force, l'énergie qui bouillonne, je pense que c'est tout à fait algérien déjà. On le voit bien durant ces années de Hirak aussi. On voit bien qu'on a tous quelque chose dans les tripes qui bouillonne. Mais il est vrai que il y a une facette très calme, très paisible en moi. Et puis il y a quelque chose de très... pas de l'ordre de l'angoisse, mais en tout cas des questionnements. Qui réfléchit, qui réfléchit tout le temps. Comme tu dis. Alors, j'aimerais te connaître un peu plus, en fait. Dans quel environnement? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton environnement familial? Tu as des frères et sœurs. Je sais que tu es la Benjamine, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton enfance et comment tu as grandi? Oui. Alors, fille d'un papa architecte urbaniste, qui avait d'ailleurs commencé à l'école des Beaux-Arts d'Alger, puis à l'EPO, à l'école polytechnique d'architecture. Et fille d'une maman qui a commencé à l'ENTV, qui a longtemps travaillé à l'ENTV. Et puis, durant les années Erheb, etc., elle a dû s'arrêter pour des questions de sécurité, comme on le sait. Oui. Et sinon, une grande sœur avocate et un grand frère environnementaliste. Et moi, une petite dernière. Voilà. La petite dernière. Alors, tu étais... Ton père, en plus d'être architecte, était musicien? Oui, absolument. Ouais. Il jouait du saxophone. Et je pense que dans mon rapport avec lui, de manière très latente, parce que ce n'était pas du tout quelqu'un qui venait vers ses enfants et qui leur disait « faites ci, faites ça, faites comme moi », pas du tout. Mais un personnage très silencieux, et je pense que déjà mon premier rapport avec le dessin, ça vient de lui. Je le regardais beaucoup dessiner, et du coup je dessinais aussi très petite. Mon rapport à la musique aussi, puisque j'ai commencé à faire de la musique très jeune. Ça a été mon premier rapport à l'art. À 7-8 ans, j'ai commencé à faire du violon pendant 13-14 ans. Et je pense que toutes ces choses me sont venues de lui de manière très indirecte, très discrète comme ça. Mais en tant que musicien, j'imagine que ça devait être gai à la maison. Est-ce que c'était les amis qui débarquaient et un peu la fête? T'as grandi dans ça, dans cette par la suite, ambiance un peu plus âgée, en tout cas, quand je pratiquais de manière professionnelle un petit peu la musique. Oui, c'était beaucoup de concerts, de festivals,
de tourner dans différentes villes de l'Algérie. Du coup, ça m'a permis de découvrir des villes que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de visiter toute seule, aussi jeune. Tu as fait le conservatoire? J'ai d'abord fait association musicale andalouse, puis conservatoire. D'accord, donc c'est dans ce cadre que tu faisais. Ouais. Et ta maman, elle avait une pratique artistique ou Alors, ma maman, comment te dire, ma mère, c'est une épicurienne. Tout est. Pour les gens qui la connaissent, pour les artistes qui la connaissent, comme Karim Sergoua ou d'autres, ils vous diront qu'elle respire l'art, quoi. C'est toute une philosophie qu'elle a. Ok, dans sa vie. Ouais. Oui, absolument. Donc tu as quand même grandi dans cet environnement créatif, en tout cas. Un environnement qui est sensible à l'art, ça c'est sûr. Ouais. Parce que les autres membres de ma famille ne pratiquent pas forcément de discipline artistique, mais des gens sensibles à l'art, oui, c'est sûr. À la culture, à l'architecture, ouais. Alors, ton papa est décédé alors que tu avais 22 ans. Oui. Est-ce que ça, quelque part, ça t'a décidé à faire de ce métier, à faire de l'art ton métier, ou est-ce que dans quelle mesure ça t'a marqué? Le décès de mon père a été déjà une première rencontre avec la mortalité. Étrangement, c'est quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Qu'une vie pouvait s'arrêter comme ça du jour au lendemain, en un accident comme ça, en 2-3 jours. Et suite à cela, je ne sais pas si ça m'a encouragée à en faire mon métier, parce que c'était le cas déjà avant. Ma première exposition remonte à mes 19 ans. C'est quelque chose que j'ai toujours entrepris de manière très professionnelle, dans le sens où je savais que je ne voulais pas faire autre chose. Même si j'ai fait des études autres que celles des arts, je savais que je ne voulais pas évoluer dans un autre environnement que celui de l'art. Mais suite à cela, il est clair que ça a sûrement provoqué une sorte d'urgence dans ma tête. D'exprimer cette douleur. En tout cas, de réaliser des choses, de concrétiser des choses. Voilà. Mais suite à une longue période où je n'ai pas du tout créé. Oui. Peut-être 2 ans ou léthargie totale. Le temps d'un deuil, quoi. Ah, je sais pas, le temps d'un deuil, ça a l'air plus long. Mais on verra quand ça s'arrêtera. Ouais. Alors, donc tu décides de faire des études dans le domaine, et tu pars, tu t'installes en France. Donc, alors, pour être plus exact, jamais installée ailleurs qu'en Algérie. D'accord. Jamais. Toujours besoin d'être enracinée ici. Ok. Mais beaucoup de déplacements, même sur plusieurs mois, pour des études, pour des projets de résidence d'art. Mais alors attends, je sais que, parce qu'au début tu as fait des études de tourisme, et puis à un moment donc, tu as commencé à exposer, et à un moment tu as voulu faire une formation et être diplômée. Tu avais besoin de légitimité. Comment tu expliques ça? Sûrement. C'est vrai que j'ai fait les choses à l'envers. J'ai commencé par être artiste autodidacte, de manière même professionnelle, hein, puisque je ne vivais que de ça. Je faisais des expositions, je faisais beaucoup de résidences d'art qui m'ont énormément apporté, qui ont été très formatrices. Cela dit, à un moment, et j'aimais beaucoup cette forme d'autodidaxie, parce qu'apprendre par l'autodidaxie, c'est vraiment différent que le mécanisme d'apprentissage académique en école, où on reçoit, c'est vrai, on a beaucoup de raccourcis. Et l'apprentissage par l'autodidaxie, c'est vraiment basé sur l'observation, l'expérimentation, beaucoup de ratages, beaucoup d'échecs. mais tout ça, finalement, ça construit beaucoup. Cela dit, à un moment, j'ai ressenti
les limites de ce que je pouvais donner. Et je sentais que pour transcender ces limites, il me fallait peut-être... un background un peu plus consistant. Oui, ce qui me manquait, donc un bagage théorique, déjà. Le langage, quoi. Un langage, exactement. Et puis, au final, de faire une école d'art m'a permis, étrangement, de mieux comprendre ce que je faisais auparavant. Ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses, de les lier entre elles, de mettre des mots sur certaines choses que je réalisais sans en avoir conscience. Et ça, il me semble que c'est quelque chose d'important, cette question de l'intention dans la création artistique. Alors, ça, c'est à titre personnel, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une question liée à peut-être une certaine reconnaissance de ses pairs, de ceux qui ont fait les écoles, aussi, qui sont diplômés? On parle souvent de cette question des diplômés autodidactes. Quelque part, on les classe, souvent, on les juge d'une certaine manière. Moi, j'ai eu droit à tout ça. Mais j'avoue que ça n'a pas duré très longtemps. Puisque j'ai eu la chance d'être, par exemple, très encouragée par des artistes comme Karim Sergoua, qui encouragent vraiment tous les artistes et toute forme d'art et de création. Comme des artistes comme Djaoudat Gessouma, et finalement, il y a eu une certaine reconnaissance par des artistes qui, eux, ont une légitimité, comme Madame Lagoun, comme Helel Zouber, etc., qui peut-être par intermédiaire de... Voilà, par ricochet, peut-être m'a donné une certaine légitimité. Je ne sais pas, ça je ne sais pas, honnêtement. Cela dit, à un moment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. Puis à un moment, tu t'en détaches, hein, tu t'en fous un peu, tu crées, tu avances. Tes expériences à l'extérieur de l'Algérie aussi t'apportent beaucoup parce que tu es dans un environnement qui est beaucoup plus accessible, étrangement. Paradoxalement, beaucoup plus accessible que celui des bulles et des clans artistiques en Algérie. Et du coup, à un moment, tu t'en détaches et tu t'en fous, hein, tu continues d'avancer. Donc, tu passes quelques années en France. Alors, tu dis, tu ne t'installes pas en France. Non, jamais. Tu fais tes études. Donc, tu as même fait Sciences Po. Donc, on y reviendra. Qu'est-ce qui te... Alors que beaucoup d'étudiants sont partis et ne sont jamais revenus, donc toi, bien sûr, ce n'était pas ton cas. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience en France, au-delà des études, au-delà de ce que tu as appris? Déjà, ce n'est pas celle qui m'a le plus marquée. Il y a les expériences, par exemple, de formation ou de résidence d'art en Asie. Ça a été quelque chose de perturbant. Ça a été une rencontre avec des cultures totalement différentes, très différentes et en même temps avec beaucoup de points en commun avec la société algérienne. عندهم socialement des questions تاع الحرمة, des choses comme ça qui font écho avec notre société à nous. Il y a quelque chose de très humain. Il y a eu en Chine, un mois en Chine et puis aussi en résidence d'art. Et puis au Japon, à Tokyo, où j'ai eu la chance de présenter un travail sur lequel j'avais réalisé. Ça s'appelait le Marahachek, cette série de travaux. Et c'était avec l'ONU dans le cadre d'une rencontre et d'une conférence qui traitait justement la question des femmes. Oui, absolument. D'accord. Voilà. Donc le besoin de venir et de se réaliser en Algérie. Ah ouais, ça, c'était toujours indiscutable. Indiscutable. Non, et puis d'être chez soi, c'est tout. Hein. Oui. Alors, la femme est omniprésente dans tes œuvres. J'ai le sentiment que tu en as fait un cheval de bataille. Est-ce que c'est ta manière à toi d'exprimer ton féminisme ou est-ce que tu as envie de réfléchir parce que cette question en Algérie et partout dans le monde est posée aujourd'hui, le rôle de la femme dans l'espace public, dans la société. Comment tu en es arrivée là et
Pourquoi? Je pense que mon travail, au départ, s'intéressait déjà beaucoup au corps, la question de la corporalité, qu'elle soit chez l'homme ou chez le masculin ou chez le féminin. Donc cette question du corps. Et puis peut-être que de fil en aiguille, cette question en a mené à une autre, puisque ces deux corporalités évoluent très différemment et existent très différemment dans notre société, et puis dans les sociétés dites arabo-musulmanes. Mais dans notre société, l'existence de ces deux corporalités sont très différentes, et c'est là où on va trouver une question d'inégalité, puisque ce corps va exister très différemment s'il est féminin dans l'espace urbain, dans l'espace d'intimité, à qui appartient ce corps réellement, ce corps féminin, à qui il appartient vraiment, est-ce qu'il lui appartient, ou plutôt à toute la houma, à toute la famille, aux frères, aux pères, à toute la société qui ont comme un droit de regard dessus, comme une légitimité dans le jugement de ce corps, de comment il existe. Pour comprendre cette question, je sais que tu as fait un travail avec l'association Sarthe, où tu as rencontré beaucoup de femmes qui avaient été violentées de manière physique, psychologique. Oui. En fait, c'est l'association SARP qui m'avait contactée, c'est une association donc, de psychologues, psychiatres et comment on appelle ça ? Oui, donc psychologues et psychiatres qui travaillaient avec beaucoup de femmes en difficulté. Et elles voulaient... je trouve qu'elles ont eu cette pertinente démarche d'aller à la rencontre d'artistes qui traitent de ce sujet aussi et qui pourraient apporter un regard plastique sur ces questions, justement. Donc voilà, on m'a contactée dans ce cadre. Et moi, ça tombait bien puisque je voulais faire des recherches sur ce sujet. J'en faisais déjà. Et ça m'a permis de rencontrer ces femmes, de discuter avec elles, de faire des sortes d'interviews, des prises de parole avec elles et d'en sortir avec une série de travaux. Voilà. Donc d'où le Mara Hachek. Absolument. Voilà. Oui. Et le Mara Hachek aussi est né dans une résidence d'art ici avec l'ONG le TISP. Oui. Le TISP, dont le titre était Le Monde selon les femmes, dans lequel on avait travaillé avec plusieurs artistes, avec Amel Genedi, L'Homme Jaune. Alors, oui, vraiment il y a eu pas mal d'initiatives dans ce sens. Mmh. Toi, en tant que femme, comment tu te sens dans la société chez nous, enfin, en Algérie? Je me sens comme on me fait sentir, quoi. C'est-à-dire je ne sais pas, c'est une question vaste, puisque il va y avoir déjà la question d'être artiste. Comment je vais me sentir du fait d'être artiste dans une société. Et puis d'être artiste femme dans une société. Ça fait beaucoup de défauts perçus par une société. Qu'est-ce qui est le pire, c'est d'être une femme artiste ou une femme tout court? En tout cas, je pense qu'en Algérie, il y a une grande difficulté à être artiste tout court, déjà. Au-delà d'être femme, au-delà d'être... il y a une grande difficulté, il y a quelque chose de l'ordre du pénible, que je m'explique, de l'ordre du pénible, quand on est dans une démarche de construire des choses, de réaliser des projets, que ça soit seul ou avec d'autres artistes, c'est un environnement extrêmement complexe pour construire dans le monde de la culture. En tout cas. Oui. Alors, juste, je voudrais rester sur cette question de la femme, justement, dans la pratique artistique. Cette thématique est abordée, bien entendu, en Algérie, mais aussi dans le monde. Il y a eu les mouvements que l'on connaît, MeToo, Balance ton porc, etc. Cette
dénonciation aujourd'hui, la libération de la parole qui s'est faite depuis quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas chez les artistes, parfois, bien entendu, une tentation de récupérer cette question-là pour en faire, à dessein, peut-être d'obtenir des financements ou d'avoir est-ce qu'on ne surfe pas sur la vague? Est-ce qu'il y a autant de sincérité que ça? En tout cas, vous me direz, s'il y a moyen d'obtenir des financements sur ces questions-là, vous me donnerez vos adresses. Oh, voilà. Il y en a. Et merci. Oui, non, il y en a, ça existe. Peut-être, écoutez... peut-être moins en Algérie, mais à l'étranger, c'est aussi quelque chose que l'on voit. Peut-être, sûrement. Je ne peux pas juger de la sincérité d'une démarche artistique d'un autre artiste ou de son sens de l'éthique ou de... Et c'est censé servir la cause, on va dire, ou toi, ta démarche, c'est plutôt de questionner la société? Oui. Moi, je ne m'inscris pas du tout dans une démarche de militante. Féminisme, militantisme, non. Je ne suis à aucun moment militante. Des militantes ou des militants pour cette question, il y en a. C'est des gens qui mettent en danger leur vie, c'est des gens, tu vois, ils sont dans cette démarche. Moi, c'est vraiment une démarche d'observation, de questionnement où je n'apporte aucune réponse. C'est de soulever des questions, c'est de m'interroger sur, par exemple, sur le travail qu'on avait fait à l'ONU dans le cadre de la résidence avec Dar Abdel Taif. Pour l'égalité homme-femme, oui. C'était donc l'œuvre que j'avais créée, Sacralisation, avec Faisal Bagrish. Voilà. Bagrish, oui. D'ailleurs, un artiste avec lequel j'ai adoré travailler. Oui. Bref, donc cette œuvre qui s'appelait Sacralisation, elle avait pour but en fait, c'est mes interrogations que je balançais sur cette œuvre. Et son but, c'était d'amener aussi le regardeur à s'interroger sur cette question qui est liée à une des inégalités qui me paraît les plus importantes, c'est les inégalités liées à ces questions de virginité, de pureté, et donc cette question, moi je voulais que les gens se la posent. Pourquoi cette question? Épicharde me disait la pureté du corps est liée à celle de l'âme. Mais Fedzaïr, on a plus l'impression que c'est le contraire, que c'est la pureté du corps qui va faire la pureté de l'âme, puisqu'on est dans cette démarche. Et donc ce voilage, cette sculpture de papier, qui était très grande, mais pas, qui était monumentale, mais le but c'était pas d'être monumentale juste pour la performance. L'idée c'était vraiment que ça soit une échelle qui dépasse l'humain, qui dépasse notre échelle à nous, puisqu'aujourd'hui, quand on juge, quand on est dans le jugement d'une femme, cette question va être au-dessus de tout. De toutes ces valeurs humaines autres que celle-ci. Du coup, il était important que ça soit une œuvre monumentale qui nous dépasse et qui relève un peu de quelque chose de religieux, de divin, de sacré. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton exposition à New York sur le sujet de Omar Gatlatou? Alors, donc c'était une exposition collective. Cette exposition était le fruit d'une thèse doctorale de Natasha Marie Lawrence, qui est une curatrice franco-américaine dont le grand-père était présent en Algérie. Dont le grand-père était présent en Algérie durant la guerre d'Algérie. Donc, elle s'est beaucoup intéressée à l'Algérie de ce point de vue, dans le contexte culturel et artistique contemporain. Donc voilà, elle nous a
Invité donc. Invitée Et là, tu exposes. À exposer à la Wallach Art Gallery, qui est une galerie liée à l'Université de Columbia, voilà, dans laquelle était Natacha. Quelle a été la réaction du public? Et écoute, très, très positif, ça a été très bien reçu. À New York, tu parles d'Algérie, tu ne penses pas du tout à de l'art contemporain. Oui. Et du coup, il y a eu beaucoup d'étonnement, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité. Et pour eux, vraiment, c'était découvrir un pays autrement que sur la question de l'irhab ou la question du colonialisme. Quoique, à ce moment-là, le Hirak avait commencé et donc ça avait fait une sorte d'introduction. D'accord. Mais voilà, ça a été plutôt positif. Ouais. Bon. Et puis ça fait connaître l'Algérie aussi parce qu'on n'est pas très présent dans les événements internationaux. Absolument. Dans ce type de rencontre, tu réalises à quel point on n'est pas présent dans la scène internationale en tant qu'artiste. Oui. C'est très peu en tout cas. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de présence, mais elle est vraiment minime et pas suffisamment mise en valeur. Et ça c'est à nos hommes politiques aussi. Oui. Aux politiques. Tout à fait. Le rayonnement de l'Algérie à l'étranger doit être une vraie stratégie. Absolument. Alors, tu parles de politique, justement. Tu as aussi fait donc un master en politique culturelle. Pour quelle raison? Donc, entre école d'art, art visuel et puis ensuite politique culturelle, tu penses que c'est lié? Parle-nous de ça et aussi de ta vie en France, en tant qu'étudiante en France. D'accord, ok. Oui, c'est bien évidemment que c'est lié. À un moment, donc, ça m'intéressait de dézoomer un petit peu. De dézoomer dans le sens où être dans une pratique artistique, tu fais partie d'une industrie qui est celle des arts et des industries créatives. À un moment, j'ai voulu dézoomer pour comprendre, pour avoir un peu les clés et pour comprendre cette industrie. D'accord. Ces mécanismes, ces fonctionnements. Bon, après, cela dit, c'est lié à un environnement européen, mais moi, j'avais pris une option pour le monde arabe. Ce qui est très différent aussi dans le monde arabe, Moyen-Orient et nord-africain, c'est vraiment différent. Et aussi, le nord-africain est très différent de celui de l'Afrique centrale. Il y a des spécificités aux différentes régions. Mais voilà, ça me semblait important de comprendre ma pratique, mais de l'inscrire dans une... En tant qu'industrie, tu vois, voilà, dans ce sens. D'accord. Ouais. Et peut-être que c'est un complexe d'autodidacte, parce qu'à un moment, ou le complexe, ou le syndrome de la bonne élève, qui a besoin de tout savoir. Je sais pas. Non, je crois pas être j'ai pas eu un parcours de bonne élève, mais bon. Bon. En tout cas, j'imagine que d'une certaine manière, ça m'intéressait en fait dans le cadre de porter des projets culturels avec d'autres artistes. Je trouve ça important de comprendre un mécanisme. Tu étais mélangée, beaucoup d'Algériens en tant qu'étudiante, français, toutes les nationalités, non? Non. Vous savez, Sciences Po, c'est très élitiste. D'ailleurs, ça, c'était pas du tout quelque chose d'agréable ni d'intéressant. Par contre, d'autres nationalités, oui, asiatiques, Afrique centrale, oui. Marocain, mais ouais. Pas beaucoup d'Algériens dans ces spécialités. D'accord, ok. Bon. En tout cas, pas dans ma promotion, voilà. Ouais. Alors, revenons à l'artiste. Merci. Quels sont tes... Est-ce que tu as une routine de travail? Est-ce que tu t'imposes un certain nombre d'heures dans la journée, dans la semaine? Tu fais des recherches sur tes thématiques, sur les sujets que tu vas aborder. Comment ça se passe? Je ne suis pas beaucoup dans les rituels, dans les automatismes et tout.
Mais je ne suis pas non plus dans ce qu'on se fait de l'idée de l'artiste, quelque chose de bohème, qui aurait comme ça une inspiration. Alors oui, il y a ces moments d'inspiration, de grâce, mais ce n'est pas basé sur ça. Non, moi je suis quelqu'un qui croit en le travail, en la pratique, en la régularité, en la cohérence. Ouais, donc ça va être des journées de travail normales. Hein, tu te réveilles, tu vas à ton atelier. Tu as un atelier, donc tu vas au travail, quoi. Ouais, C'était pas chez toi. Longtemps j'ai été longtemps j'ai travaillé chez moi en aménageant un espace d'atelier chez moi. Ouais. Très longtemps. Après, il faut avoir l'espace pour aussi. Mais au final, c'est quelque chose qui est devenu un peu oppressant parce que il y a quelque chose tu sors jamais de chez toi, tu es tout le temps dans ta salopette pourrie, tout ça. Donc à un moment, il a fallu un peu décloisonner. Ouais. D'autant plus que déjà je travaille avec mon mari depuis 2 ans, on travaille ensemble. Ça fait beaucoup de choses mélangées, ça fait beaucoup de travail qui s'introduit, qui s'incruste dans ton intimité. Du coup, il n'y a jamais de fin de journée, jamais de week-end, jamais de... Donc, tu as pris un atelier et tu y vas en tailleur avec le cartable. D'ailleurs, tu t'es mariée très jeune, ce qui est de plus en plus rare. Et tu fais tout vite. Pas dans la tendance. T'es pas dans la tendance. Ouais. Alors, plein de projets. Donc, la galerie 31. Que tu as lancé avec des artistes. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est une belle initiative qui est assez récente. Alors oui, assez récente. C'était pendant l'année de confinement. Alors peut-être tellement la galère, et puis Alger et tout, on avait très envie, mais ça c'était le cas depuis un moment déjà, on avait très envie de sortir d'Alger, d'aller à la rencontre d'autres artistes d'autres villes de l'Algérie. Et donc, ça a été provoqué par ça. On a monté ce projet avec mes 2 acolytes, Adil Tanjawi et Mahmoud Agrain. Et du coup, on a choisi Oran parce que un d'entre nous, Adil, est d'Oran. Ouais. Oran, c'est une ville qui nous parlait beaucoup de par sa tradition du théâtre, de par sa tradition de la littérature. C'est un public aussi qui est très intéressé par la culture. C'est vrai. Donc on a bien aimé les énergies de la ville. Et on a posé, pas nos valises, parce qu'on n'est pas installé à Oran, mais donc on a monté le projet Atelier 31, qui est un espace d'exposition, un espace qui se veut aussi de création, un espace de rencontres, de masterclass, et puis voilà, d'exposition et de commercialisation de créateurs algériens. Très bien. Et ça passe de la pièce design jusqu'à l'œuvre d'art proprement dite. On voulait s'éloigner un peu du format galerie d'art, puisqu'on voulait attirer un autre public que celui de la galerie d'art. On voulait que Hadouk al-Ibadi n'ose pas rentrer dans un musée ou dans une galerie, ils drôlent anna, tu vois. Ouais. Peut-être pour un mobilier dans un premier temps, peut-être pour une pièce de céramique d'art dans un premier temps, et puis un intérêt pour ce qu'on appelle les arts premiers, quoi. Et enfin, tu aimes bien, tu n'aimes pas travailler seul. Tu aimes le collectif. Tu aimes échanger. Alors ça dépend. Le travail de groupe. Ça dépend. Non, sur la co-création sur une œuvre, c'est quelque chose de difficile dans le sens où il faut vraiment trouver l'artiste avec qui on va être connecté. Donc ça, je ne le fais pas souvent. Par contre, monter des projets qui impliquent
beaucoup d'autres artistes, que ça soit sous forme de résidence d'art comme les rencontres Ma'an avec Dar Abdellatif, oui, ou comme celui d'Atelier 31 ou d'autres. Ça m'intéresse de monter des mécanismes qui vont mettre en valeur d'autres artistes. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Après, la co-création, elle va être plus délicate et dans ma création, je suis plutôt... plutôt solitaire. Oui, ouais. Est-ce qu'il y a des personnalités en Algérie qui t'inspirent par leur parcours, par leur expérience, par oui, leur... forcément. Après, il y a une artiste dont j'adore l'œuvre. C'est Nawal El-Ouarrad. Nawal El-Ouarrad, qui est une BDiste. Vous connaissez? Quelqu'un connaît? Je pense connaître. C'est une BDiste. Une petite jeune. Oui, qui avait sorti un livre il y a quelques années. Et qui est aussi scénographe et qui est donc dans la BD. Et elle a une œuvre absolument géniale, très sensible, très pertinente. Elle travaille souvent à l'encre de Chine, mais récemment, elle a été sur une résidence aux Ateliers Sauvages où on l'a découverte sur de la peinture à l'huile et c'était incroyable. J'adore ce personnage et cet artiste. Bon, voilà. Écoute. Puis il y en a beaucoup d'autres. Hein, oui, bien sûr, mais là, c'est celle-là. Alors, tu as des projets pour les 5 prochaines années? Oui, bien sûr. 5 prochaines années, bon. Comment tu t'imagines dans 5 ans? Déjà, actuellement, le projet, en tout cas, qui m'est personnel, qui me prend mon temps et tout mon intérêt, c'est un travail que je mène en fait, c'est un projet de recherche. Et c'est le premier projet que je mène dans ce sens, dans le sens où je commence par une recherche, une documentation, une recherche théorique pour aller à la matière et la traduction en langage plastique. C'est donc une recherche sur la construction des canons du beau dans une société. C'est comment se construise l'idée de ce qu'est le beau. Comment on s'approprie cette idée, Et donc, moi, ma recherche, elle est basée sur la zone Nord-Afrique, et plus spécifiquement en Algérie, suite au passage des orientalistes dans ces zones, et comment on a construit pour nous une idée de l'esthétique du beau, qu'est-ce que ce beau, et comment on peut se le réapproprier. Et comment c'est passé par des œuvres d'art. Comment une œuvre d'art peut impacter et peut conditionner notre image de nous-mêmes. Oui. Bon, voilà, c'est ça le projet puis ça va prendre ces prochaines années. Voilà. Bon. Alors, le 8 mars, que comptes-tu faire? Rien, c'est pas une date qui me parle spécialement. C'est vrai? Tu voudrais pas te promener avec la fameuse rose que l'on offre? Hein? Qu'est-ce que tu penses de la manière dont on célèbre le 8 mars chez nous? C'est pas une date qui m'intéresse, honnêtement. Ouais, je vois pas la célébration de la femme dans ça. Je ne vois pas aussi pourquoi célébrer. Est-ce qu'il y a une date pour les hommes? Est-ce qu'il y a la nécessité? Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'il n'y ait plus besoin de cette date. Oui, c'est vrai. Donc honnêtement, je ne suis pas très intéressée et pas concernée par cette date. Par toutes les autres, oui, quotidiennement, oui. Oui. Et bien, en tout cas, je te remercie. C'était très agréable. Merci beaucoup. Très enrichissant.
avoir répondu à tes questions, ne pas m'être égarée. C'était formidable. Et merci pour ton invitation. Eh ben, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, Inch'Allah. bonne chance et Inch'Allah. tout plein de belles réussites pour le futur. Merci Merci. à toi, à Artissimo aussi. Merci.